À la version longue, cette semaine, je reçois Isabelle Pruneau-Brunet, qui est scénariste en télé et en cinéma. Elle a fait le film Réservoir, qui date de 2019, qui est disponible sur le site de l'ONF. Sinon, elle fait énormément de jeunesse. C'est quelque chose qui est important pour elle. C'est la deuxième saison de sa série Famille magique, qui est disponible sur tout.tv présentement. Je vous invite à aller écouter ça en famille. C'est avec le magicien Daniel Coutu, entre autres. Et elle est sur le CA du Carrousel international du film de Rimouski. Donc, c'est ça. C'est pour les enfants. C'est vraiment pour le cinéma jeunesse. C'est quelque chose qui la touche énormément. Donc, on parle de tout du travail d'arrière-scène en télé et en cinéma. Ça a été une longue discussion. Donc, on lance ça tout de suite. Ça partit d'où, c'est ça, ton intérêt peut-être pour te dire, te lancer là-dedans, là, tu sais, écoute, tu sais, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le milieu des arts. Quelle discipline, c'était vraiment pas clair. Là, j'ai fait du chant pendant vraiment longtemps pour me rendre compte que c'était pas ça, mon talent. J'ai fait mon secondaire en musique, en concentration musique. Pendant un bout, je voulais être photographe. J'ai lu plein de livres de photographie, mais ça non plus, c'est pas là que je suis bonne. Fait que c'est ça. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'animait là-dedans. Quand il a fallu faire notre inscription au cégep, j'étais complètement larguée. Je savais pas quoi faire. En voulant tout faire, en fait, c'était ça. C'était comme, hey, là, il faut que je prenne une décision. C'était vraiment dur. Puis je voyais vraiment pas me garrocher. Puis c'est une fille dans ma classe de chimie que je connais presque pas, qui m'entendait jaser, qui s'est retournée, qui me dit, hey, mais pourquoi tu n'essayes pas le programme en cinéma? Ouais. C'est pas fou. Je me mets à regarder, puis justement, je tombe sur le programme qui est André Laurando, c'est là qu'on s'est rencontrés, qui était très riche, en fait. Tu sais, des cours de photographie, ça se donnait pas à beaucoup d'autres cégeps, puis des photos argentiques à ce moment-là aussi. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. C'est ça, tout le côté apprendre sur l'histoire de l'art aussi. En tout cas, fait qu'il y avait un programme, ce programme-là me parlait beaucoup. Parce que c'était très riche, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire là-dedans, puis j'aurais pu faire autre chose. Là. Il y a des gens qui font le programme qui s'en vont en criminologie après, c'est bien correct. Mais ça me... Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours fait des choix en fonction de, ça me tente présentement, puis je sais pas où ça va m'amener. En sortant du cégep, je voulais peut-être réaliser et écrire. J'ai essayé de passer par le théâtre parce qu'à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de formation en écriture. Ah oui, hein? Il y en a un petit peu plus aujourd'hui. Avec l'INIS. Mais tout est allé c'est ça, mais l'INIS, c'est pas évident de rentrer là. Puis c'est pas. Tu rentres pas là en sortant du cégep non plus. C'est c'est ça. C'est un après plus université ou un bagage de travail, peut-être. Exactement. Exactement. Fait que je suis allée me chercher ce bagage-là, en fait, en n'ayant pas la prétention de pouvoir rentrer à l'INIS. Fait que j'ai fait des formations en théâtre, en écriture théâtrale, un certificat en création littéraire aussi. Puis là, plus je m'investissais dans l'écriture, moins je faisais de réalisation, puis plus les gens qui réalisaient devenaient bons. Fait que je me suis rendu compte que ça me plaisait aussi beaucoup de travailler en équipe avec quelqu'un qui a envie de pousser là-dedans, parce que c'est quand même exigeant être réalisateur, réalisatrice. Là. C'est des longues journées, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de pression. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai été pris à l'INIS en écriture, puis depuis ce temps-là, c'est beaucoup là que je m'épanouis. Puis voilà. Mais j'avoue que tu le mentionnes, puis c'est ça, la scénarisation, il y a une pression, il y a tout le temps de pression dans ce domaine-là. Oui, mais tu sais, c'est l'idée que t'avances à ton rythme. Tu sais, il n'y a pas une équipe qui attend derrière. Ah, oui, il y a une équipe qui attend. Il y en a, non, mais je parlais plus comme un réalisateur sur le plateau. L'espèce de drive de la journée. Tu sais, c'est sûr que, oui, je comprends qu'il y a une équipe qui attend ton texte, là, mais tu peux peut-être un peu plus gérer, je sais pas. Ouais, il y a comme une... en fait, c'est plus facile, mettons, de commencer en écriture, en scénarisation, parce que effectivement, le droit à l'erreur est présent, dans le sens où si ton texte n'est pas bon, il faut que tu le refasses. Puis, on est payé au livrable, nous. Donc, à chaque étape, une fois que
l'étape est approuvée, là, on peut passer à la prochaine, là, on est payé. Okay. Ce qui fait qu'à quelque part, ben, quelqu'un qui commence peut se tromper, s'améliorer, puis retravailler jusqu'à ce que le texte soit bon, versus un réalisateur qui, ici, scrape sa journée de tournage. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher, effectivement. C'est plus ça que je voulais dire. L'idée d'avoir le poids de la journée, plein de monde, plein de salaires, plein de gens, faut que ça avance. Puis on s'entend qu'au Québec, souvent les journées de tournage sont, c'est compacté. Il faut tourner vite au Québec. Là, les budgets sont tellement minces que c'est ça, on coupe en main-d'œuvre, puis on coupe en temps, puis on est bien créatif. Oui, c'est ça. Et il y a eu l'INIS. Donc, c'est-tu là que tu as rencontré Kim ou c'était Kim Saint-Pierre avec qui vous avez fait un premier long métrage ensemble? Oui, exactement. Mais là, je sais pas si je brûle des étapes parce que ça s'est passé comme... en fait quoi, l'INIS, au-delà de la formation exceptionnelle qu'on reçoit là-bas, c'est beaucoup des contacts, en fait, qu'on se crée. Puis l'INIS continue d'être... Mon Dieu, j'ai l'impression de faire une publicité pour eux autres, mais écoute, leur slogan, c'est l'INIS, c'est jamais fini, mais c'est vraiment ça. On est réinvité souvent à des activités, on connaît des anciens, les nouveaux étudiants. Je vais donner des formations pour la première fois cet automne, justement, en scénarisation à l'INIS, parce que je suis contente de pouvoir redonner aussi un peu ce que j'ai reçu puis ce que j'ai eu comme bagage depuis ce temps-là. Et bien, c'est ça, c'est là que j'ai rencontré, entre autres, Kim Saint-Pierre. Kim et moi, on s'est beaucoup retrouvés dans notre désir de faire des projets jeunesse, en fait. OK. C'est pas ce que ça a fait finalement comme long métrage, on en parlera après. Mais on a vraiment eu ce désir-là de faire du jeunesse, puis pas par dépit, pas en attendant de faire du grand public, mais vraiment par volonté. On est les enfants des contes pour tous, des films de la fête. On trouvait que ça manque énormément aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait qu'on a eu vraiment on a vraiment eu ce désir-là de travailler pour le public jeunesse. Puis présentement, puis surtout à l'époque, là, ça fait déjà 10-15 ans, c'était beaucoup à la télé aussi que ça se passait. Oui, évidemment. Ouais. Kim a fait des web-séries, dont une jeunesse qui s'appelle Le chum de ma mère est un extraterrestre avec Éric Kaboulian. C'est lui qui avait scénarisé ça. Puis c'est ça, puis ça avait bien, c'est vraiment au début là, de l'histoire des web-séries. Là. Ouais. Fait que ça avait bien fonctionné chez Radio-Canada, puis Kim s'est démarqué grâce à ça, s'est fait approcher par des boîtes pour développer des séries jeunesse. Puis comme Éric commençait à être très, très, très sollicité ailleurs, commençait vraiment sa carrière de scénariste prolifique, c'est ça, c'est comme, c'était comme l'opportunité pour moi d'embarquer avec elle. Puis on s'est mis à développer beaucoup. En fait, on a développé pendant 5-6 ans des projets que nous, on soumettait. Une des sphères aussi de travail quand tu es scénariste, surtout quand tu commences, tu peux te faire commander aussi des projets à développer, en fait. Donc, c'est ça. Fait qu'en soumettant des projets, la boîte de production trouvait que c'était intéressant, notre dynamique, notre couleur, notre façon. Ils n'ont pas pris les 2 projets qu'on avait soumis, mais ils nous ont offert de développer d'autres choses. OK. Donc c'est ça. Fait qu'ils nous disaient, bon, ben garde, on a Télé-Québec qui cherche une quotidienne pour les 6-8 ans, un magazine, idéalement, ça parlerait des animaux. Fait qu'on créait 2 pages. On créait un projet en 2 pages. On soumettait ça. Si ça leur plaisait, on partait en développement avec ça. Des fois, c'était l'inverse aussi. OK, on aurait une idée. Avez-vous du temps pour développer ça? Fait qu'on était payé à développer. Fait qu'on a développé beaucoup de projets pendant 5 ans dans cette dynamique-là. Ce qui faisait que quand on a eu l'opportunité de faire Réservoir, on avait déjà un grand bagage de collaboration ensemble. On se saisait bien, on se comprenait facilement. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine que ça l'aide surtout peut-être au niveau cinéma, là, plus que télé, mais cette espèce de lien entre le scénariste et réalisatrice, est-ce que j'imagine que c'est important dans le processus de développer une histoire ou un scénario? Oui, c'est une dynamique qui est pas facile parce qu'elle n'a pas été valorisée, je pense, beaucoup. Okay. Il y a eu énormément de conflits entre ces 2 postes-là dans l'histoire. En télé, ça va tellement vite que les scénaristes, les réalisateurs, souvent, n'ont pas beaucoup de temps pour collaborer. Tout passe par les producteurs. En cinéma, il n'y a pas beaucoup d'historique de scénaristes et de réalisateurs. Non, c'est ça. Souvent, ça a été conflictuel parce que c'est qui l'auteur du film?
Ouais. Est-ce que c'est le scénariste? Est-ce que c'est le réalisateur? Est-ce que c'est les deux? Ouais, Ça, c'est des questions qui créent énormément de débats. Ça crée des tables rondes dans les festivals de films. Parce qu'il y a beaucoup d'emphase mise sur justement le réalisateur, scénariste, l'espèce. Puis même quand on était au cégep, André Laurando, c'était magnifié. C'est comme, faut faire ça. Il faut écrire nos films. Puis des fois, tu te dis, ben non, tu regardes, mettons, juste Denis Villeneuve. Pas que ses 2 premiers films n'étaient pas bons, mais tu sentais qu'il n'est pas scénariste, tu sais. Puis une fois qu'il a commencé à plus scénariser, tu as vu son envol, il s'est libéré de quelque chose de comme. Parce que sa force, c'est de prendre une histoire et de la magnifier, de mettre sa vision dedans, mais. Écrire une histoire, c'est une autre patente. On dirait qu'on forçait tellement à faire les deux, mais ça veut pas dire que t'es bon à faire les deux nécessairement. Mais moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail d'équipe. Là. Ben oui, c'est ça. Il y a ça aussi. À la création en gang, en création collective. Puis c'est ça. Puis je pense que tout le monde a tiré la couverture de son bord pendant vraiment plusieurs années. Puis avec raison, je pense que les scénaristes en cinéma ont pas été, c'est ça, mis en valeur beaucoup. Tu sais, un film quand il y a un scénariste, c'est dur, c'est vraiment dur de prendre ça, tu sais. Un film quand le réalisateur a écrit et a réalisé, ça correct, c'est ça. Plus de sens, tu sais. Mais c'est de moins en moins ça. Je pense que notre génération, en tout cas la nouvelle génération qui prend d'assaut un peu les écrans est plus en faveur de cette démocratie-là, de partager en fait la création. Oui, c'est ça. Pourquoi on pourrait rentrer dans une étude sociologique, là. Mais oui, c'est ça, mais ça tend à changer. Puis tu vois, encore une fois, l'INIS a beaucoup, beaucoup poussé là-dessus. Tu sais, la façon qu'ils forment, c'est des triades. Donc, il y a une cohorte de scénaristes, de réalisateurs et de producteurs qui travaillent en collégialité, qui travaillent les trois. Ils essaient d'impliquer leur but, c'est aussi que le producteur s'implique beaucoup au niveau créatif. Puis une fois que tout le monde est impliqué pour de vrai dans l'œuvre, tout le monde va être au service de l'œuvre, en fait. T'sais. Puis tout le monde va avoir de l'espace. Puis, tu sais, si c'est tous les gens qui vont finir par travailler dans le milieu des arts, c'est ça qui les anime, c'est la création, tu sais. Ouais. Avec chacun ses forces. Mais quand tout le monde réussit à s'allier, ben ça crée une œuvre vraiment plus intéressante que s'il y a une seule personne qui est de la patente, je pense. Oui, exactement. Si tu réussis à faire vibrer déjà 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, dans cette, tu élargis aussi à qui tu t'adresses, tu élargis ton discours, tu parles plus fort. Fait qu'en tout cas, ça donne, je pense, beaucoup de puissance. Puis j'ai eu la chance de travailler avec Kim de cette façon-là. OK. Donc, tu l'as dit tantôt, Réservoir, c'est un long-métrage qu'on a fait, c'est notre premier long-métrage dans le Fonds des talents. OK. Donc, c'est un programme qui s'adresse vraiment aux premières œuvres cinématographiques longues, mais avec un micro-budget. Ouais. Fait qu'il faut être très créatif là-dessus. Puis on a trouvé une manière de collaborer qui, écoute, je pense, est extrêmement efficace et qui, moi, m'a beaucoup plu. Donc, on a co-scénarisé le film au complet, mais avec nos forces. Kim est très, très bonne pour écrire les premières versions, pendant que moi, je suis torturée. Mais rapidement, elle stagne dans son intérêt. Tu sais, comme, mais je vois plus les solutions, je vois plus commencer à gosser sur des virgules. C'est pas là qu'elle a du plaisir, alors que moi, je peux retoucher une scène à l'infini, tout en étant capable de lâcher prise. À un moment donné, il faut que ça se passe. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on a vraiment chacun nos forces, mais ce qui fait que on a réussi à créer ce scénario-là ensemble. Puis ensuite, je veux dire, j'étais pas là au tournage, mais elle pouvait m'appeler parce que le tournage s'est passé au Réservoir Gouin, qui est pas banal non plus. C'est pas proche. J'étais allé une fois pêcher là-bas. Ouais. c'est une bonne ride. Oui, c'est quand même. Tu pars tôt le matin. Puis c'est un genre de 3 heures jusqu'à là-dessus, puis un autre 3 heures de chemin de terre. C'est super là que tu étais passé aussi. Le chemin forestier dans le sable, c'est le fun. Oui. C'est ça. Ça sent des bons pneus puis un bon pare-brise. Oui, exactement. Oui, on a reçu une roche à peu près grosse de même. Ah, c'est ça. Dans le pare-brise, oui. C'était spécial. Fait que, c'est d'amener l'équipe là-bas. Il y a quelque chose. Oui, de l'ordre un peu du camp de vacances, mais en même temps, c'est ça, là, de Survivor aussi. Là, puis il y avait l'électricité, mais il n'y avait pas accès à des laveuses sécheuses. Fait qu'il fallait qu'ils lavent ça à leur mère. En tout cas, bref, je ne pouvais pas être sur le plateau non plus. Ce qui n'est pas la place du scénariste non plus. La loi non écrite, c'est qu'il est le bienvenu pour venir faire des tours, mais il n'y a pas de travail à faire comme tel c'est ça. sur le plateau. Et c'est correct aussi parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait 1 million
de gens qui... capitaine? Ouais, qui repiquent des trucs parce que tu as déjà le lien avec les comédiens. Comme, il y a tellement d'affaires qui se passent en même temps que là, si quelqu'un d'autre arrive, ah non, mais je suis pas sûr. Ouais. Faut pas. Ouais, c'est ça. C'est bon pour avoir un appui, peut-être. Kim, c'est ça, peut-être. Tu disais qu'elle t'appelait pour revoir des trucs, juste avoir un flash, mais pas avoir quelqu'un qui est là pour tout le temps en train de remettre en doute. Exactement, tu sais. Puis c'est pour ça que ça prend une très grande confiance pour pouvoir avoir un scénariste qui est sur le plateau, puis une très bonne collaboration puis une confiance entre les deux. Puis ça, c'est dur à voir, puis tu peux pas le savoir nécessairement d'avance. C'est un film qui se passait sur un bateau-maison, essentiellement, presque tout le film. Donc, bonjour, les adaptations en temps avec les intempéries, et sur le réservoir Gouin, il y en a. Bref, il a fallu se servir de bord plusieurs fois. C'est arrivé quelques fois qu'elle m'a appelé pour qu'on brasse des idées ensemble pour qu'on trouve des solutions. Mais il y en a plein qui était très autonome puis sur lequel je suis pas intervenue. Le bon coup qu'elle a fait, je pense, c'est que Kim est très, comment je dirais, pas pudique de son matériel. Elle aime collaborer, elle aussi. C'est pas pour rien qu'on travaille ensemble. Fait qu'elle implique beaucoup de monde rapidement. Fait qu'elle a fait des visionnements de ces étapes de montage assez tôt dans le processus, au point où même la monteuse était gênée de montrer ça. Elle a fait non, mais tu sais, on ne montre pas ça à n'importe qui, on montre ça à des gens qui sont capables de savoir que c'est très dans de se projeter. Oui, c'est ça. C'est pas un projet fini. Mais ce qui fait qu'elle m'a impliquée à chaque version de montage, ce qui m'a permis, moi, de continuer de rester la gardienne du contenu, de l'histoire puis de l'intention. Puis je pense que c'est un peu ça, dans le fond, la différence entre un scénariste puis un réalisateur, comme c'est la différence entre un directeur photo, la personne qui prend les images, et un réalisateur. Le directeur photo va continuer à avoir des droits de regard aussi sur le montage, droits de regard. D'être consultant, si on veut, sur le montage final pour le rendu visuel, pour la colorisation. Pourquoi le scénariste ne peut pas avoir ce droit de regard-là aussi sur le contenu? Pour avoir le flow de l'histoire, savoir si on faut raccourcir, si on enlève tel mot, ça fait puis du sens. Le rythme. Il est supposé avoir de l'attention dans cette scène-là. C'est avoir un silence. C'est vraiment pas le feeling que j'ai en regardant ça. Fait que c'est quoi le problème ensuite? C'est-tu le rythme du montage? C'est-tu la musique? C'est-tu justement la colo qui rend ça trop lumineux puis que ça enlève l'attention? Rendu là, tu sais, je brainstormais des solutions avec Kim, mais c'était elle qui était quand même en contrôle la décision, Oui, exactement, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment une bonne façon de fonctionner, ce qui fait qu'une fois que j'ai vu le projet final, j'étais encore enthousiasmée par la dernière version qui tu sais, chaque version était surprenante et encourageante, mais tu sais, c'est différent quand même. Il y a un décalage. Le montage est une nouvelle écriture. Ouais, c'est ça. Il y a ce qu'on a dans notre tête quand on écrit. Il y a ce qui se passe aussi au tournage. Ça veut pas dire que les comédiens vont donner exactement ce qu'on pensait. Puis c'est ça. Puis il y a l'écriture de la personne qui fait le montage qui est aussi pertinente. Ce qui fait que c'est normal qu'il y ait un décalage entre les deux. Ce qui est pas normal, c'est que le scénariste voit rien avant la version finale. Parce que c'est extrêmement choquant. Si moi j'avais vu cette version-là, j'aurais capoté. Pour vrai? Ben oui, parce que il y a plein de changements puis plein de trucs, mais si je suis pas le cheminement puis je ne suis pas au courant de ce qui a amené à ça, puis j'ai pas participé à ça en fait, j'ai l'impression de juste avoir perdu le contrôle du bébé que j'ai accouché, tu sais. Alors que là, ben je comprends par quel processus, puis j'étais impliquée dans tout ça, je faisais partie prenante de ça, puis je suis capable de m'approprier aussi la notoriété de ce film-là, tu sais. Oui, c'est mon film. Tu sais. C'est correct. Mais je l'avais écrit de façon, je l'avais écouté pendant la pandémie, j'imagine. C'était sorti sur Vimeo, on pouvait le louer, je pense. Je l'avais loué là. J'avais écrit. J'avais vraiment adoré ce film-là. Merci. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement, l'idée d'aller au bout du monde, dans le coin le plus perdu. Puis le fait que je suis allé là, je comprenais aussi l'état d'esprit d'être là-bas, de te sentir. Ça fait longtemps que tu n'as plus de cellulaire quand tu es là-bas. Tu es complètement coupé. Même, je me rappelle. C'était l'année, c'était l'élection de Pauline Marois, mais nous, on est partis avant l'élection. Fait que quand on était là-bas, on le savait juste pas. On savait pas l'attentat, en fait, Richard Blaine, on savait rien. Puis je me rappelle le premier soir d'avoir dit un peu, Montréal pourrait être en train de péter, on le saurait pas. Puis de revenir
Puis on c'est arrête un au peu premier ça, Tim Hortons, voir des images, le feu, on est comme, qu'est-ce qui s'est passé? On part 4 jours, c'est fini. C'est clair. Mais c'est ça, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'amener ça jusque là-bas, pour qu'ils vivent leur deuil, 2 frères. En tout cas, c'était très intéressant. Il doit être encore en oui, location. il est disponible sur le site de l'ONF. OK. Oui, c'est eux qui distribuent sur les ondes. Mais oui, c'est ça rapidement, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu Réservoir. C'est ça. Je suis en train d'allumer que c'est ça, je suis en train d'en parler, mais je vais te laisser. Mais là, vous êtes teasé. Ben oui, donc Réservoir, c'est l'histoire de 2 frères pas très proches dans la vie, ou en tout cas qui se sont éloignés certainement, qui ont perdu leur père subitement. Leur mère était décédée il y a très longtemps, donc c'est le dernier parent qui leur restait. Donc c'est ça, le père décède subitement par traditionnalisme classique. La famille organise des funérailles religieuses, alors que ni eux ni leur père étaient particulièrement croyants, ce qui choque un des 2 frères. Puis donc c'est ça, parce qu'ils sont déçus d'avoir quelque part subi une célébration funèbre pas à l'image du père, puis qu'ils apaisent pas eux, en fait. Donc, ils décident de voler les cendres et de partir les répandre dans un endroit significatif, c'est-à-dire le chalet du père, qui se trouve autour du réservoir Gouin. Je dis autour du réservoir Gouin parce que c'est très loin. Il n'y a pas de route qui se rend là. Non, et ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont pas allés que ils ne se rappellent plus exactement c'est où. C'est très, très, très labyrinthique, là, pour l'avoir été, tu sais pas jamais vraiment t'es où. Ah, c'est énorme. Surtout quand moi, c'était la première fois, même si tu dis ça fait longtemps, c'est bizarre de te retrouver dans cette immensité-là, en fait. C'est un désert d'eau, tu sais. Exactement. Essentiellement avec des raccoins. C'est vraiment tout spécial. se ressemble, puis en même temps pas. C'est des arbres, des sapins. T'es comme, je sais pas, je suis où. Ouais, puis le paysage est choquant aussi parce que c'est ça. Donc, c'est un bassin qui a été créé pour pouvoir faire des barrages électriques. Donc, il y a des zones inondées à cause de ça. Fait que, il y a des arbres qui sont dans l'eau. Il y a des arbres morts qui sont là, qui ont été noyés. En tout cas, fait qu'il y a des puis il y a des très grands espaces aussi. En tout cas, fait qu'il y a quelque chose de très spectaculaire dans ça. Puis il y a la particularité d'avoir des bateaux maison en location autour de ce bassin-là. Puis c'est ça que les gars font, en fait. Fait qu'ils se louent un bateau maison pour pouvoir arpenter le réservoir, mais c'est énorme. Là. Ça peut prendre des jours faire le tour. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis c'est toute cette naïveté-là qui les amène dans une espèce de huis clos, en fait, immense. Ouais, c'est ça. Le huis clos du bassin, mais le huis clos du bateau maison dans lequel ils se promènent, qui se perdent, puis qui... Voilà. Mais je me demandais, c'est venu comment cette idée-là? C'est un flash entre vous deux? C'est comme, pourquoi vous avez pris cette histoire-là, en fait? C'est venu d'où? Le flash de départ vient de Kim. Le père de ses enfants, qui était son conjoint à l'époque, a perdu son père. Fait que ça vient l'élément déclencheur vient un peu de là. Et ils sont partis au réservoir Gouin. Il n'y avait pas de chalet, il n'y avait pas de répandescente, il n'y avait pas... Non, mais c'est simplement que son frère et lui sont partis en bateau maison se recueillir. Et il est revenu, c'est ça, sans nécessairement tout raconter ce qui s'est passé. Puis c'est ça, il y avait comme quelque chose de très intime entre eux et de très beau. Et ça l'a comme inspiré aussi à qu'est-ce qui aurait pu se passer, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur appartient, en fait, tu sais, de cette histoire-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est mis à s'amuser, c'est ça, à imaginer ce qui pouvait se passer entre 2 frères qui se retrouvent comme ça en espèce de huis clos. Puis c'est aussi toute la question sur les rites de passage, en fait. Tu sais, on a voulu sortir la religion de nos vies pour plein de bonnes raisons, mais ensuite, la religion nous amenait quand même des moments qui vient pas ponctuer un peu notre vie pour célébrer, souligner certains événements, positifs ou négatifs. Mais la mort en fait partie, puis c'est un énorme choc. Ouais. Puis de ne rien faire, c'est aberrant aussi. Ouais, c'est ça. Mais faire quoi? C'est toute la question après. Ouais, c'est ça. Comment qu'on fait cette cérémonie-là? Comment se réapproprier, en fait, ce moment-là? Avant, c'était très codé par l'Église, justement. Mais là, on fait ça. Il y a le salon, il va voir la messe, il va voir le truc, l'enterrement. Bon. Mais ça n'a plus de signification. Les jeunes, les enfants d'aujourd'hui apprennent
les religions en général, tu sais. Ce qui est super pour l'ouverture à tout ça. Fait que une cérémonie religieuse où on parle de Jésus, où ça c'est vague pour eux, c'est qui Jésus, puis c'est quoi le lien, puis... Fait que c'est ça. Fait comment trouver des significations là-dedans, en fait. On va trouver un truc. Il faut que je te dise, c'est vraiment drôle parce que quand, je pense, Réservoir était annoncé, le trailer sortait, mais avant ça, j'étais avec 2 amis, Hugo Lefort, Francis Ranger, puis on écrivait un court-métrage, puis c'était essentiellement ça. Puis c'était vraiment drôle parce qu'il m'avait comme écrit, puis en fait, fuck, il y a un film qui sort, genre. Mais nous, en fait, c'est 2 amis qui partaient avec les sons de leurs amis. Parce qu'on voulait faire un petit truc, vu qu'on est 3 amis, eux, ils ont utilisé comme comédiens, puis on se fait un petit projet à 2, fait que là, à 2 amis, on fait une affaire d'amis. Ça a juste parti de même. Puis là, ils ont vu l'annonce, puis là, je fais en plus, je connais la scénariste. Puis là, c'était tout le gag de comme non, je vous jure, j'ai pas dit, j'ai pas donné l'idée. C'est pas moi. Mais tu sais, il y a des sujets qui sont comme ça dans l'air du temps, tu sais. C'est l'idée du road trip, l'idée d'aller au bout de quelque chose, la mort, tu sais, c'est comme, je veux dire, ça reste. C'est universel, tu sais. Ouais. C'est pas une idée qui est puis on n'est pas les seuls non plus à l'avoir fait. Pas longtemps avant nous, il y a eu À Papa Chaud qui est sorti avec Laurence Leboeuf puis Fanny Mallette, qui elles, partent commémorer leur sœur au Mexique. Niagara, c'est un peu ça aussi. Ouais, À toi pour toujours. Oui. J'ai un blanc. Le film avec Magali Lépine-Blondeau puis... Julie Perrault. Donc, c'est ça. Fait que, il y avait quelque chose qui était vraiment beaucoup dans l'air du temps aussi, je pense, dans ces questionnements-là. de se réapproprier aussi le territoire québécois, de se déplacer dedans, tu sais, ouais. Fait que, mais ouais, je voulais juste mentionner, je trouvais ça drôle. Non, mais je jure, je ne l'ai pas volé l'idée. Non, c'est ça, non, c'est correct, man, oui. C'est ça, une petite affaire on the side. Mais, ouais, puis quand tu regardes ça maintenant, avec recul, comment tu vois ta première expérience de premier long métrage? Écoute, c'est... tu sais, moi, j'avais fait beaucoup de télé. On a parlé que j'avais développé beaucoup entre Réservoir puis le développement de projet. Comme scénariste, on a la possibilité de travailler en télé jeunesse. Il y a beaucoup de pools d'auteurs, donc des groupes d'auteurs qui travaillent, il y a beaucoup de quotidiennes en jeunesse. Là. Donc, c'est beaucoup des grosses équipes dont on se fait donner des épisodes, puis j'écris des épisodes dans des séries que j'ai pas inventées. Mais c'est moi qui ai écrit l'épisode au complet. Là, donc, c'est de l'idée de base jusqu'au dialogué, là, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais fait plusieurs épisodes. J'avais fait des web-séries aussi. J'ai collaboré à la dernière saison de Marc en Pluche. Donc, c'est ça. Fait que j'étais comme, écrire 1h30, ça va, là. J'ai bien plus d'heures d'écriture que ça derrière la cravate, tu sais. Mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout le même souffle, en fait, tu sais. Pas le même muscle du cerveau, là. Mais c'est comme une danse, à quelque part, là. Ou faire de la course, là, faire des sprints. C'est pas parce que tu fais des sprints à tous les jours que tu vas être capable de faire un marathon. C'est ça. Fait que, j'ai vraiment découvert une nouvelle... c'est ça, un nouveau rythme, une nouvelle façon d'écrire. Puis là, j'ai hâte d'en faire un autre pour pouvoir prendre tout ce que j'ai appris puis l'appliquer, en fait, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, d'avoir assez de souffle, d'avoir assez de contenu. Quand les péripéties arrivent, tout ça, tu sais, quand j'écris une émission de télé, c'est comme rapide, je sais, là, bon, après tant de minutes, on est à peu près là, après tant de minutes, on est à peu près là, tu sais. Ouais, puis en 22, tu sais, c'est des 22 minutes. Oui, des demi-heures, là, c'est des 22, 23. Fait que, tu sais, ce rythme-là, là, je l'ai, là, ça va bien, là, c'est facile. Mais ouais, c'est ça, écrire 1h30, c'est pas écrire 3 épisodes. C'est 22 minutes, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, parce que c'est ton souffle, c'est de garder l'attention où tu veux mener chaque c'est ça, étape, de l'amener dans une courbe qui doit se maintenir, tu sais, c'est ça. Ouais, on peut prendre plus notre temps, mais en même temps, il ne faut pas le prendre trop non plus. C'est ça. Mais tu sais, c'est l'occasion aussi de rajouter de la complexité parce qu'on a 1h30. Tout n'est pas obligé d'être présenté dans le bon ordre. Aussi, c'est ça. Puis écoute, le nombre de fois qu'on a déplacé des blocs en disant comme non, si on va pas le dire maintenant, on va le dire plus tard, ou attends, pour pouvoir que ça punch, je vais aller semer des choses avant. Je passais mon temps là, à faire ça, là, du balancier entre des scènes puis d'autres. Puis c'est ça, pour faire répondre tout le travail de dire, tu sais, parce qu'on s'entend comme l'exposition, l'espèce d'expliquer les personnages, d'expliquer les affaires. C'est souvent ça qui est le danger au cinéma, parce que quand on le fait trop, ça devient des fois un peu
plate. En tout cas, à mes yeux, à moi, là, peut-être, là, qui est peut-être plus habitué. Là. Mais quand on m'expose trop, je suis comme, là, avance. Mais tu sais, c'est le dosage de faut quand même je dise de quoi, parce qu'après, il faut que je le ramène, mais comment j'y vais subtilement. Ça doit être le travail qui. Puis que ça reste pas juste dans ta tête, puis que le monde fasse comme ben c'est super. Tu me l'expliques, mais j'ai rien vu de ça. Puis tu sais, moi, j'avais le défaut à quelque part aussi d'avoir fait tellement de jeunesse que là, de passer à de l'adulte, tu t'adresses pas à eux de la même manière. Ouais. Tu peux être plus subtil, mais comme tu dis, trouver le niveau de subtilité. Il y a beaucoup de directions aussi qui sont données dans le scénario pour en jeunesse, entre autres parce que ça se tourne vite, parce qu'on tourne avec des enfants. Fait qu'il y a des intentions de jeu à presque chaque réplique. Ah, OK, ouais. C'est peut-être un peu plus théâtral dans l'idée là, de mettre des notes là, de c'est jeu. Vraiment gagner du temps. Puis ils n'ont pas le temps de se questionner. Fait qu'est-ce qu'il veut, le personnage? Quoi qu'on n'a plus beaucoup ce temps-là non plus en cinéma, mais on doit laisser de l'espace aussi créatif. C'est ça le scénario aussi. Tu donnes de la moulée à tout le monde pour qu'ils puissent prendre ça puis s'épanouir aussi dans leur médium, qu'est-ce qu'ils vont apporter. Oui. Puis des fois, je disais, tu peux avoir écrit quelque chose, mais sur le plateau, tu allumes les lumières, il y a un mood qui se crée, et là, ça va être joué dans un. Ça va prendre une direction à cause de cette ambiance, à cause de tout ce qui s'est mis en branle autour aussi. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, laisser de l'espace créatif à tout le monde. Cela dit, souvent, c'est très, très, très quand même organisé puis préparé d'avance, mais ça reste quand même. Il peut y avoir un décalage entre ce que tu as préparé comme réalisateur puis ce que tu as été capable de faire au tournage. Des fois aussi, c'est ça. Là. Shit, finalement, il pleut cette journée-là. Ou shit, OK, il nous manque de spots. On n'avait pas prévu ça, on pensait que ça allait être assez. Fait que tu sais, c'est ça. C'est beaucoup de une très grande capacité d'adaptation que ça prend comme un réalisatrice. Fait que ouais. Puis, l'autre chose aussi qui est tough dans écrire un long métrage, c'est que c'est vraiment rare que tu vas le lire au complet, en fait. C'est long, un long métrage. C'est la même chose au montage. Tu retravailles, mais tu vas pas re-regarder le film à toutes les fois. Tu vas pas le relire à toutes les fois. Donc, je pense que j'ai entendu le film au complet à la lecture avec les comédiens. Je fais, oh mon Dieu, mais ça en prend au moins 2 des affaires de même, pour entendre, noter des affaires, puis tester, en fait, Parce que sinon, le lire chez moi d'une traite, premièrement, c'est sûr, je vais arrêter puis je vais travailler, Ouais, parce que tu vas voir quelque chose. Puis je peux pas juste tout noter parce que de toute façon, t'arrêtes ou dire je vais revenir dessus après parce qu'il y a trop de chances que tu l'oublies. Entendre la voix des comédiens, est-ce que ça t'intait aussi, de les entendre dire les mots? Oui. Tu te dis à la lecture, ça peut te faire OK. Oui, mais ça conforte, entre autres. Oui, ça peut conforter. Mais ça rend ça plus concret aussi. Dès que tu sais que c'est qui va incarner les personnages, tu entends la voix du comédien, tu l'imagines comment il bouge, on les connaît un peu. Fait que ça aide vraiment à se grounder puis à rajouter de la crédibilité. C'est drôle parce que créer des nouveaux personnages, c'est comme rencontrer des nouvelles personnes aussi. Ça prend du temps à apprivoiser, à les connaître. Je remarque ça. J'ai eu, on en parlera peut-être tantôt, mais j'ai eu une expérience d'autrice principale sur une série jeunesse qui s'appelle Famille Magique. Je voyais les nouveaux auteurs écrire avec plus de pudeur. Les personnages étaient plus distants, moins chaleureux, comme des gens qui se rencontrent pour la première fois. C'est drôle, hein? C'est ça, c'est le temps que l'humain derrière le projet se familiarise puis devienne chummé, alors que les auteurs de la saison 2 qui avaient fait la saison 1, c'était flagrant à quel point là, il embrassait les personnages puis que ça se ressentait à travers les personnages. Mais c'est ça, fait que ça prend du temps. Même si ce n'est pas des humains qui existent pour de vrai, c'est le même processus. Oui, c'est ça. Mais parlons jeunesse. Là, on a assez parlé de cinéma, mais parce que souvent l'impression qu'on a, puis tu as dit au début, toi, c'était important, jeunesse, tu as comme une drive vers ça, mais souvent on entend, puis pas que les gens qui font ça n'aiment pas ça, mais c'est un tremplin à. Que ce soit comédien ou peu importe, c'est parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de shows que c'est un premier tremplin pour me faire voir, pour aller plus tard, mais toi, c'est pas ça. T'es vraiment comme, il y a un attachement
Ben, d'ailleurs, il y a le carrousel, peut-être qu'on peut déjà mentionner, parce que je pense que ça fait partie de ça. Absolument. Donc, je préside le Carrousel international du film de Rimouski depuis quelques années. Le Carrousel, c'est un organisme qui... le but de cet organisme-là, c'est vraiment de promouvoir le cinéma jeunesse québécois et à l'international. Dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un festival qui fête ses 40 ans cette année. Oh. Yeah! Fait que c'est le premier festival jeunesse, en fait, en Amérique du Nord vraiment pour le public jeunesse. Puis je me suis impliquée avec cet organisme-là parce que, en fait, leur plus gros événement, notre plus gros événement, c'est un festival qui se passe maintenant en mars. Puis c'est vraiment ça, c'est de promouvoir le cinéma jeunesse autre que Disney, Pixar. C'est super, ils font des bien belles affaires, mais il n'y a pas que ça. C'est le fun de s'ouvrir aussi à d'autres cultures, à d'autres visions. Puis ça peut être des sujets aussi assez rough, tu sais, mais adressés à des enfants. Tu sais, la différence entre un film jeunesse puis un film pour grand public, des fois, c'est juste dans l'angle où les choses sont présentées, en fait. Parce que ça... Un bon film jeunesse, c'est d'abord un bon film. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je me suis beaucoup impliquée dans cet organisme-là, entre autres pour pousser aussi énormément, mettre de la pression sur les institutions pour qu'il y ait plus de films jeunesse. Tu sais. Depuis les films de la fête, il y en a très, très peu qui sont créés au Québec. Il y a quelques films d'animation qui sortent une fois de temps en temps, mais c'est beaucoup en coproduction parce que ça coûte extrêmement cher faire de l'animation. Mais il y a eu un grand désintérêt des institutions, des créateurs, d'un peu tout le monde. Là, tout le monde se pitchait un peu la balle, comme quoi c'était pas rentable, que c'était pas facile de remplir les salles, alors que si tu amènes du monde voir un film jeunesse, c'est pas une personne qui vient, là, c'est au moins 4. Ouais, c'est la famille. 2 enfants, 2 adultes, c'est pas mal ça. Là, Ouais, j'avoue que l'enfant, c'est ça. Il viendra pas tout seul. C'est ça. Puis non seulement l'enfant ne viendra pas tout seul, mais il va vouloir revoir le film après, puis il va vouloir acheter le DVD après. Bon, moins aujourd'hui, là, mais c'était le cas jusqu'à récemment. T'sais. Fait qu'il reconsomme énormément les enfants. C'est ça. Fait que là, de me dire que c'est pas rentable du jeunesse, moi, j'avais bien de la misère avec ça. Fait que c'est ça. Fait qu'à travers le carrousel, ça m'a permis de pousser beaucoup là-dessus, qu'on a une résidence d'écriture de projets jeunesse, court-métrage, long-métrage, qui existe depuis 2018. Puis, évidemment qu'on n'est pas les seuls à avoir mis de la pression. Là. Il y a le Festival de films pour enfants de Montréal aussi, qui a poussé beaucoup, qui a aussi une résidence, celle aussi, pour les personnes racisées, qui s'adresse aussi à la jeunesse. Donc, grâce à tout ça, ça a commencé à mettre assez de pression sur les institutions pour redonner le goût d'en faire, en fait. Puis depuis une couple d'années, il y a pas mal à chaque dépôt, en fait. Donc, ça marche par dépôt, là, le financement des films. Donc, à chaque annonce, il y a presque toujours des films jeunesse. Puis parfois plus, il y a un dépôt, il y en avait 6 qui avaient été financés. Fait que, tu sais, on n'a pas le mérite, là. Je veux dire, c'est pas nous, c'est pas grâce à nous, mais ça a redonné un peu le follow spot sur les films jeunesse. Puis, c'est ça, là, il y en a tranquillement là, qui s'en viennent, là, qui vont sortir. Puis on est bien content de ça. Ça en prend plus. Mais j'en ai pas fait encore. Non, c'est ça. C'est ça. Ton prochain long métrage, il y a une tentation de... Ah, absolument, absolument. Il y a un... Tu sais... Devenir un artiste puis gagner sa vie avec ça, c'est aussi devenir un entrepreneur de sa propre carrière. Fait que c'est ça. Fait que dans une optique de maximiser mes efforts, j'essaye de pas perdre du contenu, tu sais. Fait que de récupérer du contenu, tu sais, plutôt que tout le temps partir des nouvelles idées, ce qui est bien profitable aussi parce que toutes mes idées, tu sais, tous les projets qui ont été refusés à certains moments, des fois on me rappelle, on me dit, hey, on cherche une série. Justement, pour les 9-12, mettons, justement, j'ai quelque chose de déjà prêt. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça, quand j'avais fait mon certificat en création littéraire, j'avais écrit, il y avait un cours qui était d'écrire des nouvelles. Okay. Le cours, là, on écrit 2 nouvelles dans l'année, puis on commente, puis on réécrit. Okay. Dans ce cours-là, j'ai appris la réécriture avec Denis Aubin, qui est décédé, malheureusement, cet automne. J'ai une pensée pour lui. Donc, c'est ça. Fait que, et puis, un des 2 que j'avais fait, et que j'aimais beaucoup, j'ai décidé de le reprendre à l'INIS. Notre projet de fin d'études, c'était un moyen-métrage. Okay. Donc, j'ai pris cette nouvelle-là, je l'ai écrit en moyen-métrage. Plein de super bons commentaires. Puis c'est ça. Donc, ça m'a donné le goût depuis ce temps-là aussi de
le transformer en long métrage. Je pense qu'il y a énormément de souffle. En fait, c'était aussi ça. Là, j'avais énormément de commentaires et de questions sur les personnages, sur pourquoi ils ont fait ça. Puis c'est ça. Fait que ça faisait juste comme, ben oui, il y a du souffle. Cette histoire-là a du souffle. Puis je pense qu'elle mérite d'être portée au grand écran. Fait que, ouais, c'est là-dessus que je travaille présentement. Oh, c'est nice. Oui, c'est nice. Fait que, il y aura un film. Mais tu sais, je dis ça. Va falloir passer par tout le long et ardu processus de financement. Oui. Mais, tu sais, le secret aussi, c'est de pas tout miser sur un seul projet, là. Non, ben c'est ça, oui. Du moment que j'ai vu, à un moment donné, ma carrière comme le grand œuvre, là, chaque projet s'insère là-dedans, puis c'est plus facile de lâcher prise aussi après ça, de faire comme, OK, ben ce projet-là a des qualités, a des défauts, je ferai mieux la prochaine fois. Ouais, c'est ça, de construire là-dessus. Ça comme ça. Je voulais parler justement du processus de financement, mais je veux finir un peu le jeunesse avant. Oui. Mais tu sais, c'est ça, tu mentionnais quand tu étais jeune, les contes pour tous, les films de la fête. Tu sais, c'est important d'avoir des films de qualité pour déjà donner un amour au cinéma, que ce soit pas juste un truc jetable. Puis c'est correct d'avoir des films bonbons. Tu sais, même, je veux dire, moi, j'écoute autant des Marvel que des films suédois. Oui. Mais si tu es habitué à voir que des Marvel, tu sais, la fois que tu vas voir les films suédois, tu vas trouver qu'il manque d'explosion, puis de rythme, puis de monde qui parle en suédois, pourquoi, avec des sous-titres, puis là, t'es comme mêlé. Mais d'avoir un accès tranquillement à des films, puis de construire justement cet amour-là pour le cinéma, ça va faire des cinéphiles pour le long terme, tu sais. Absolument. Puis si on veut avoir du monde dans les salles pour voir nos films au Québec dans une couple d'années, si on n'a pas été habitué de se voir à l'écran, avec les budgets qu'on a, ben ils ne seront pas au rendez-vous, là. Non, c'est ça. Exactement. Mais rentrons là-dedans, là, justement, il y a le financement, mais il y a aussi la diffusion. Moi, ça me gosse énormément. Nos films québécois restent des fois des fractions de semaine. C'est une semaine. Le minimum, c'est une semaine, parce que c'est comme ça que la programmation fonctionne. Ils font du vendredi au jeudi. Ouais. Mais il y a quelque chose d'extrêmement frustrant justement de ne pas avoir de place, de ne pas avoir d'espace, je trouve. Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, Réservoir, je l'ai pogné après en location, puis il y a plein de films québécois que je pogne après. Surtout là, avec la pandémie, ça a été compliqué. Écoute, c'est pire que ça, je te dirais, là. Donc, le film sort le jeudi, vendredi, et tout dépend du premier week-end. Oui, c'est ça. Donc, si le premier week-end a cartonné suffisamment, le lundi, il confirme le renouvellement pour une semaine supplémentaire et le mardi, ils sortent la programmation pour la semaine suivante. Ouais. Donc, le vendredi. Donc, si le premier week-end, ça n'a pas fonctionné, c'est fini. Suffisamment, c'est fini. C'est ça. Donc, les nouveaux films n'ont pas le temps de faire de bouche à oreille. Tout est misé sur la promotion avant la sortie. Puis c'est ça. Puis si ça donne que tu n'étais pas disponible la première fin de semaine, ben ça se pourrait que tu n'aies pas vu le film du tout. Non, c'est ça. Puis c'est le cas de tous les films au cinéma dans toutes les salles. Il y a des salles qui sont plus ouvertes à présenter du film autrement, mais ils sont quand même... ils dépendent quand même de ce premier week-end-là. T'sais. Exactement. Et puis, si on repense juste à Crazy, ça partit très lentement, mais c'était un bouche-à-oreille incroyable qui a fait, tu sais, c'est à semaine 3 puis 4, le box-office était 4 fois plus gros que la première week-end, tu sais. J'ai l'impression souvent que le cinéma québécois a besoin, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de bouche-à-oreille, tu sais, il y a besoin de... Tu sais, même, il pleuvait des oiseaux récemment, c'est fabuleux, c'est super bon. J'avais adoré ce film-là, mais... 3 ans, ça sorti en 2020 aussi, en même temps que Réservoir. Oui, c'est ça. Mais il pleuvait, tu as senti ce bouche-à-oreille-là. Tu sais, 3 semaines plus tard, ma grand-mère, je me suis fait parler de ce film-là, tu sais. Oui. Puis elle est dans une résidence, puis ils sont allés, je pense, à un autobus, tu sais. Ben oui, tu vois... C'est ça a comme pris du temps à... Oh, puis là, le mot s'est passé. Elle va voir ça, c'est bon. Ouais. Crois-moi, tu sais. Ben oui, tu vois, nous autres, c'est ça. Nous autres, ça a été notre cas. On était en salle une semaine. Ça a été plein le vendredi soir. Presque personne jeudi, vendredi, le samedi, dimanche. Donc, on annonce lundi que ça ne sera pas renouvelé. Ça a été plein le restant de la semaine.
Ouais, c'est ça. Puis on est allé, Kim et moi, on a eu le désir d'aller à la dernière projection de la semaine. Et puis on a averti le cinéma, fait qu'on a pu faire un Q&A à la fin, donc répondre aux questions du public. T'sais. Puis c'était comme, j'en reviens pas, j'ai envie de promouvoir votre film puis de dire aux gens de venir le voir, mais je peux pas croire que c'est déjà la dernière fois. Comme, c'est de même, ça marche. C'est fou parce que, je veux dire, on ne changera pas le monde aujourd'hui, mais tu sais, c'est... Non, mais peut-être. Peut-être, on y va. Mais c'est l'idée que, tu sais, notre cinéma, l'art en général, mais là, on parle cinéma, tu sais, que c'est financé, tu sais, c'est tout est public, on finance publiquement la création, tout ça, mais quand on arrive à la diffusion, on tombe dans le privé. Puis c'est là qu'il n'y a pas de support, tu sais, ça m'avait enragé de Viking de Lafleur qui est sorti récemment. J'ouvre, j'ai l'app Cinéplex. Puis là, je regarde, puis c'était son premier week-end. C'était le vendredi, je voulais aller voir l'horaire et de scroller dans les nouveaux films. Et de scroller, puis il est vraiment en bas. Puis c'était son premier week-end, puis il était en dessous de films que ça fait 2, 3, 4 semaines qu'il était sorti. Puis je suis comme, pourquoi on peut pas forcer même à juste, OK, il y a un film québécois qui sort son premier week-end, t'es obligé de le mettre de l'avant. T'es obligé de le mettre en premier, de juste faire comme, regarde, on a un film d'ici. Puis quand tu le présentes aussi, tu sais... Il y a eu Pas de chicane dans ma cabane qui est sorti cette année, un film jeunesse, justement, de Sandrine Brodeur. Il a été présenté à certains moments à 9h le soir en semaine. C'est sûr qu'il n'y aura personne qui va aller voir ça. Non, les enfants vont... Ça s'adresse à des enfants. Toi, les enfants vont pas... Non, c'est ça, ils sont couchés, ils ont de l'école le lendemain. Fait que c'est ça. Fait que quand on a vu ça, on l'a comme alerté en faisant comme, hey, faut que tu parles à ton distributeur parce que tu vas scraper ton box-office. Ouais. Puis c'est là-dessus qu'ils se basent pour renouveler ton film. C'est ça. Fait que là, c'est une erreur de diffusion qui aurait pu payer. Ils ont réussi à faire plusieurs semaines. On est content, mais tu sais... J'avoue que tu me fais penser à ça parce que moi, c'est sûr, j'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas le réflexe jeunesse, mais tu sais, c'est justement l'opportunité peut-être d'avoir une salle et de la doubler dans le sens que ta journée, c'est le film jeunesse, puis en soirée, tu peux switcher à un autre film pour adultes. Ouais. Et donc, jouer avec ça, puis faire, regarde, maximise ta journée, essaie de remplir de famille, puis le soir, c'est ça, regarde à 9h, mais un autre film. Oui, mais c'est d'un gros cinéma, je pense que c'est quand même un peu ce qu'ils font, puis c'est pas tous des idiots non plus. Là. Non, c'est ça, mais... c'est ça, mais il y a une réflexion quand même à y avoir. Je pense que ça démontre aussi à quel point on n'est pas habitué d'avoir des films jeunesse dans nos salles, tu sais. En tout cas, du moins québécois, tu sais. Mais en même temps, il y a plein d'adultes qui n'ont pas d'enfants qui vont voir les Disney puis les Pixar, là. Ouais, c'est ça. Fait que pourquoi on n'irait pas voir nos propres films jeunesse aussi? Oui, exactement. T'sais. Mais, puis tu sais, tout ça aussi pour finir sur la diffusion, c'est aussi l'après-cinéma, l'espèce de cacophonie de plateforme et pas de plateforme, on sait pas. J'ai eu la misère à savoir moi-même où il était diffusé mon propre film. Oui, c'est ça. Puis d'essayer de trouver, puis d'avoir accès à. Tu sais, c'est ça. Des fois, je me dis, on pourrait pas avoir comme une plateforme québécoise qui a peut-être. OK, au pire, on donne une chance, tu sais, Vimeo, le monde peut-être repayer, mais après un certain temps, rassemble ça à quelque part. Ouais. D'avoir accès, tu sais, mettons justement à Villeneuve, je fais un podcast cinéma avec Maxime Auclair, que tu connais, puis on a fait un épisode sur Villeneuve, puis on essaie de mettre la main sur un 32 août sur Terre, puis Maelstrom. Infaisable de trouver, infaisable. Même le louer, de dire je vais le louer, j'ai jamais trouvé. Il y a quelqu'un qui l'a mis gratuit sur YouTube. Il y a du monde qui ont mis certains films québécois comme ça un peu plus vieux sur YouTube parce qu'ils sont de nulle part. Je me rappelle avoir vu un article, là, du monde qui dit là, ils mettent ça gratuit sur YouTube. Oui, parce que on veut les voir, on veut le voir, puis on serait même pas à payer, mais comme. Oui, puis je veux dire. On voit où, là, le film? Il y a aussi qu'ici, là, au Québec, là, de la manière que ça fonctionne, il y a très peu de films qui vont faire des profits, là. Ouais, non, c'est ça. T'sais, si tu réussis à retrouver ce que ça a coûté, tant mieux, là. Ouais. Mais présentement, il n'y a pas assez de monde. Fait rendu là, oui, ils distribuent nos films gratuitement, puis le temps qu'on retrouve le goût d'aller au cinéma puis de remplir nos salles. Là. Ouais. Je veux dire, il y a eu des années où le théâtre allait vraiment pas bien, puis aujourd'hui, les salles de spectacle sont pleines. C'est complet pour la plupart des gros shows. Là. Ouais, c'est ça. Même des petits, puis en tout cas, le théâtre va bien, tant mieux. Fait que, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à attirer le monde? Faut qu'on se pose des questions aussi là-dessus, tu sais.
C'est ça, moi, c'est parce que c'est sûr que là, je suis comme de l'extérieur, je suis plus cinéphile, je sais pas comment ça marche, mais des fois, j'entends parler, puis là, je veux pas que tu chiales sur Téléfilm Canada ou rien. Moi, je vais chialer sur eux autres. Mais j'ai l'impression que j'ai en entendant des... Tu sais, Jean-François Mercier en a parlé quand ils ont écrit le film des Bougons, tu sais, puis l'espèce de lenteur du processus, de financement, puis il faut que tu le mènes une fois, tu le réécrives. C'est des fonctionnaires pas du cinéma qui disent de faire des affaires, puis là, de réécrire, puis là, ton film, tu sais, surtout dans le cas, mettons, d'une comédie, tu sais, ce qu'ils disaient, c'est que ça a été tellement long, ils ont demandé tellement de réécrire qu'il y avait comme plus de gars, tu sais, comme tout est mort, tu sais, c'est comme toute l'énergie de cet humour-là c'est juste calmé tout le long du processus de 5-6 ans à avoir l'argent, tu sais. Ben, c'est beaucoup le travail du scénariste aussi, ça, tu sais, de pas se perdre dans la réécriture. L'écriture est extrêmement importante. C'est le bout le plus le fun, moi, je trouve, là. C'est super dur et douloureux de faire des premières versions. Mais c'est comme s'il fallait que tu fabriques toute ta peinture, une par une, avant de peindre ton tableau. La réécriture, c'est de peindre ton tableau. C'est ça le bout le fun. Là, tu as ton matériel. Fait que là, tu as pitché toutes tes idées, tu as ta structure, ton scénario existe. Puis là, tu le travailles. Là, tu le modes, là, tu le peaufines, là, tu le vernis. Puis il faut voir chacun des commentaires comme une opportunité d'améliorer ton projet. Et pas de plaire à quelqu'un. On m'avait dit à un moment donné dans mon processus, écoute le problème, mais pas la solution. Parce que c'est souvent ça le problème, en fait. Si les gens te disent « Ah, tu devrais faire ça ou tu devrais aller dans telle direction », si cette direction-là te plaît pas ou tu comprends pas pourquoi elle est là puis tu fais juste l'appliquer, ça va détruire ton affaire, ça marchera pas. Ça va paraître. Ça va être juste plaqué par-dessus. Alors que si tu fais comme, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu voudrais que je change ça? Ah, OK, tu trouves ça trop long? J'ai une amie, pour pas la nommer, Mara Joly, dans un de ses projets, elle s'est fait dire, ce plan-là, il est trop long. Puis là, elle tenait ce plan-là, tu sais. Puis au lieu de raccourcir le plan, elle a rallongé ce qu'il y avait avant. Fait que finalement, le plan qu'elle aimait avait plus l'air trop long parce qu'elle a changé le rythme. OK, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, OK, tu trouves que ça, c'est trop long, mais la solution n'est pas que de raccourcir. Il y a plusieurs solutions, puis c'est à l'auteur de toujours continuer à se battre pour faire le meilleur projet possible, puis être en phase avec ce qu'on met sur papier, tu sais. Puis en jeunesse, là, évidemment pas en cinéma, mais en télé, on a énormément de commentaires. Énormément. On a beaucoup de comptes à rendre parce qu'il y a une énorme responsabilité aussi envers le public. C'est un public vulnérable, donc extrêmement perméable à tout ce qu'on leur donne, extrêmement influençable. En fait, c'est comme c'est quasiment le médium le plus engagé. Ici, on a pointé du doigt Disney pendant longtemps sur la manière de présenter la femme, les relations de couple. Mais si on décide de présenter d'autres types de modèles, là, on peut changer la société. Là. C'est pas banal faire du jeunesse. C'est extrêmement important. Donc, c'est ça. Mais ça fait aussi que ceux qui travaillent en jeunesse sont conscients de ça. Et donc, il y a énormément de personnes qui nous lisent. C'est ça. Être sûr que c'est bien aligné, qu'on parle au bon public. Aussi que ce soit clair, peut-être pour les jeunes, c'est ça. Qu'on parle au bas de la cible, au haut de la cible. Si tu fais du 6 à 8 ans, il faut que les 6 aient autant de fun que les 8. C'est ça. C'est ça. Puis le développement, qu'on soit conscient du développement, où est-ce qu'ils sont rendus aussi dans leur compréhension de la société, de leur réalité. Fait que c'est ça. Il y a énormément de gens qui ont des opinions. Moi, j'ai eu une très bonne expérience, honnêtement. Là. Je suis tombée sur du monde, je pense, intelligent. Peut-être que j'ai une capacité assez grande à recevoir les commentaires aussi, mais c'est ça. Du moment où tu reçois les commentaires en faisant comme, là, je vais essayer de comprendre pourquoi tu me fais ce commentaire-là. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Là. Si le commentaire est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais... Non, moi, je ne voulais pas nécessairement bâcher sur Téléfilm Canada, 100%, mais c'est plus l'idée de... J'ai l'impression qu'il y a une lenteur à tout ça qui fait que... Puis ça, c'est vraiment l'impression que notre cinéma est moins... c'est ça, il est trop refait. Il y a moins quelque chose de cru qui sort, quelque chose de... Je sais pas. C'est mon impression, peut-être parce que j'aime le cinéma aussi qui sort un peu... Qui est plus brut. Plus brut, plus coup de poing.
j'ai l'impression qu'on a... Puis c'est peut-être aussi que j'ai dans les dernières années avec la pandémie, j'ai peut-être été j'ai moins vu ce qui est sorti, j'ai moins comme mis... Fait que c'est peut-être moi aussi le problème, là, qui a pas vu ça, mais tu sais, à l'origine d'un cri, des affaires comme un peu... Ouais. Excuse-moi, c'est ça qui arrive, qui sort d'un peu de nulle part, qui a comme une énergie différente. Je sais pas. Mais tu sais, tout est une vague, là. Ouais, il y a des vagues, ouais, c'est ça. Ben, autant en art que dans la vie en général, là. Mais tu sais, il y a des courants, il y a des vagues. Il y a eu une période où on trouvait que le cinéma québécois était très gris et c'était vrai, là. Ouais, il était très gris, très sombre dans ses sujets, même dans son image. Quelque chose de lent. Puis là, on est ailleurs, je trouve. On est dans un moment où le cinéma se décomplexifie. Pas dans le sens d'être complexe, mais d'en avoir des complexes. Il y a quelque chose du drame comique. Ou de l'inverse. Tu sais, Monia Chokri va dans cette direction-là, Guillaume Lambert va dans cette direction-là, Éric Bouliane, même affaire, Viking, c'est exactement dans cette optique-là, où c'est des films d'auteur, il y a un propos intelligent derrière, c'est pas que de la comédie légère, mais il y a énormément d'humour à travers les personnages. Les personnages sont drôles, c'est pas juste de la comédie de situation, par exemple. Ce qui rend... puis c'est plus dynamique, c'est plus rapide. T'sais, on est dans l'ère aussi où tout va vite. On est habitué de voir des clips rapides aussi. Le cinéma québécois s'est accéléré dans cette même optique-là. C'est plus coloré. Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe présentement. Un des grands problèmes, en fait, du cinéma québécois aussi, c'est qu'on n'a pas eu d'âge pop, là. Ça a toujours été du film très d'auteur. On part du cinéma direct. On a presque inventé le documentaire au Québec. Mais ce qui fait que c'est ça, que c'est plus dur d'aller accrocher la grande population avec des choses qui sont aussi arides. T'apprends pas à manger un enfant avec du gingembre. Là, non, c'est ça. Tu lui donnes des choses qui sont plus faciles à goûter, puis t'attends que son goût se développe. Mais ça prend ça aussi. Puis là, je trouve qu'on est dans un équilibre où c'est du cinéma plus accessible sans que ça devienne juste la junk non plus. C'est vrai. Il y a de la substance, il y a... Récemment, j'ai écouté Souterrain de Sophie Dupuis. Il y avait quelque chose de ça. C'est pas vraiment un thriller, mais il y a une tension tout le long du film qui se rapproche à quelque chose de OK, là, on est dans une autre idée qu'on n'a pas vu beaucoup, là, l'espèce de... C'est ça. C'est un bon film aussi que je vous suggère. Puis un bon pouls aussi, c'est d'observer ce qui se fait en court-métrage. Parce que souvent, c'est un peu les premières armes aussi pour aller faire du long-métrage. Ça te prend des bons courts-métrages pour pouvoir avoir du financement en long-métrage. Puis tu sais, le niveau là, augmente là, d'année en année. Là, c'est capoté. J'aurais continué encore longtemps, mais on a fini. C'est déjà fini? C'est déjà la fin. On n'a même pas parlé de Famille Magique. Non, je suis sais, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai vraiment ma Famille Magique. Là, tu es à la 3e saison? On a fini la 2e. OK, mais il y aura une 3e. On n'a pas de réponse encore. OK, c'est ça. OK. Je pensais que peut-être. Mais là, c'est ça, il y a le 2e qui vient de sortir sur tout.tv. En fait, la moitié de la saison qui est disponible. Il va y avoir l'autre moitié sous peu, puis à la télé en janvier. Et Scoop, il va y avoir un épisode d'1 heure à Noël. Ça, c'est le fun, ça. Il est très bon. Parce qu'on fait pas ça ici. Tu sais, c'est fort à BBC, là, les specials de Noël. Ils prennent n'importe quelle émission. Tu sais, Sherlock Holmes en avait eu une, je pense. C'est le fun d'amener ça. Puis, dans le fond, ça a parti comment, ce projet-là? C'est venu de qui? Est-ce que c'est... De Daniel Coutu. De Daniel Coutu, c'est ça. Oui, Daniel puis moi, on a travaillé ensemble. On s'est connus sur Codemax, une émission de jeux interactifs qui était à Radio-Canada. Puis, on s'est vraiment trouvés. On a un cerveau de tweet pareil. C'est ça. Fait qu'on avait collaboré aussi ensemble après ça sur Par ici la magie. Puis quand ça s'est terminé, dans Par ici la magie, c'est une émission de magie avec des sketchs que lui interprète. Il y avait beaucoup de personnages. Puis c'est d'imaginer si ces personnages-là étaient tous mis ensemble dans une série. Et qu'on imaginait ma famille fictive. Donc, c'est la famille fictive du vrai magicien Daniel Coutu qui, on découvre qu'il y a des vrais pouvoirs magiques, mais qui ne doit pas dire qu'il y a des vrais pouvoirs magiques, sinon le pouvoir, il perd son pouvoir pendant 9h15. Fait que c'est ça, mais il y a lui qui a des pouvoirs magiques ainsi que toute sa famille. Mais c'est des pouvoirs magiques plus, mettons, handicapants qu'aidants. Donc voilà, fait que c'est une famille complètement folle, mais extrêmement attachante.
qui habitent tous sur le même toit, donc sont comme 4 générations. OK, ouais, c'est des ça. enfants de Daniel jusqu'à sa grand-mère à lui. OK. Qui habitent tous ensemble dans une maison. A l'air vraiment fabuleux. Oui, on a Luc Sonnet, Marie-Chantal Perron, Stéphane Crête, puis toute la batch de comédiens, Carmen Sylvestre qui fait la grand-mère, Audrey Guircan qui est fabuleuse en sœur, mais toute la batch d'enfants aussi, c'était le défi qu'on s'était donné, faire de la comédie de situation avec des enfants qui sont drôles aussi. Ouais. Fait que, écoute, tout le casting des jeunes là, sont extraordinairement drôles, sont fantastiques, ils volent le show, là. C'est incroyable. Mais écoute, on va te souhaiter une 3e saison. Oui, merci. On va te souhaiter ça. Et merci beaucoup d'être passé. C'était super le fun.